Bonjour et bienvenue à la table de la quotidienne numéro 22 en partenariat avec Sabre et Avis. Avant de présenter nos invités et le thème de ce jour, je voudrais avoir une pensée émue pour nos amis britanniques qui viennent de subir 3 attaques barbares qui démontrent bien que l'horreur terroriste se moque bien de nos débats pro ou anti-Schengen. Allez, aujourd'hui, autour de la table de la quotidienne, une seule question: à quoi servent les salons ? Pour nous accompagner et répondre à cette question très importante, Frédéric Lerin, directeur de la division tourisme chez Ridexpo, en charge du fameux salon IFTM Topresa. Éric Guillemin, directeur général du groupe Réunir, organisateur des salons Réunir, Midex International, active assistante, spécialiste du maïs. Jean-Pierre Pinero, président de l'ADONET. Alors l'ADONET, c'est l'Association des offices du tourisme étranger en France, et également directeur de l'Office du tourisme du Portugal. Et enfin, notre dernier invité, Michel Jean-Richard, directeur général de Parfums du Monde, spécialiste des voyages de groupe en B2B. Alors messieurs, à l'heure du tout numérique, à quoi ça sert de se rencontrer dans un salon du tourisme ? Frédéric, tu veux commencer ? Oui, avec plaisir. Bonjour et merci Muriel à nouveau de ton invitation. L'intérêt d'un salon, alors je voudrais pas démarrer par une boutade, mais c'est vrai que en tous les cas, si je parle d'IFTM Topresa, j'ai la faiblesse de croire que s'il existe depuis 39 ans, c'est qu'il sert quand même à quelque chose. Bon, alors après, on va essayer de voir à quoi. Moi, je vois 2 utilités à un salon. En tous les cas, puisque là encore, je vais parler beaucoup du salon que je connais le mieux, c'est-à-dire IFTM Topresa, qui est le rendez-vous annuel de l'industrie du tourisme en France et qui est donc résolument un salon B2B. Donc la première utilité que je vois, c'est d'être la vitrine exhaustive de l'écosystème qu'elle représente et de ses évolutions. Il ne s'agit pas de rester figé à une certaine période, mais bien de pouvoir présenter les évolutions du marché. Je prends pour exemple que, par exemple, cette année, il ne serait pas absurde d'avoir Airbnb comme exposant, par exemple. Les hôteliers en ont d'ailleurs conscience. Le marché évolue. Airbnb, aujourd'hui, fait partie du paysage. Et donc, c'est vraiment la vocation du salon. En tous les cas, c'est celle que je revendique, d'être une vitrine exhaustive, encore une fois, de l'ensemble de l'écosystème et de ses évolutions. Le digital est partout. Là aussi, on a créé le village du digital cette année, dont ce sera la première sur l'édition 2017. C'est l'année mondiale du tourisme durable. Nous aurons également un village du tourisme durable avec un acteur qui s'appelle Acteur du tourisme durable. Enfin, il ne s'agit pas pour moi de faire la promotion du salon et de ses nouveautés ici, quoique. C'est pas le but, mais bon. Mais bon, écoute. Ça intéressera nos auditeurs. Réalité, voilà. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, parce que je crois que, bien qu'on parle de digitalisation à outrance, d'ubérisation, je pense que dans ce métier, en tous les cas du tourisme et des salons en général, l'humain reste au centre de tout et restera et continuera à rester au centre. Donc je crois que quoi qu'on fasse, en tous les cas c'est la seconde utilité que je vois à un salon, c'est ce besoin de mise en relation entre les gens, que ce soit entre des tours opérateurs et les réseaux de distribution, entre les compagnies aériennes et des équipementiers. Voilà. C'est la seconde utilité que je vois, et d'ailleurs les exposants et les visiteurs ne citeront pas, puisqu'ils sont chaque année au rendez-vous. On en parlera un peu plus tard. Ouais. Il y a ce besoin de garder l'humain au centre de tout. Du métier. Eric, en tant qu'organisateur de salon, tu partages cette même philosophie ?
Bon, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir, de nous accueillir, Avec plaisir. Muriel. Alors les salons, le salon Réunir, lui, a 23 ans, c'est un gamin par rapport à l'IFM Top Présent. C'est la première édition. Quand même, 23 ans, on est déjà un peu adulte. Et aujourd'hui, les gens de 23 ans sont peut-être plus adultes que nous parfois. Enfin, aujourd'hui, on a vu effectivement les évolutions dans les comportements. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'à l'heure du digital, les rencontres en face à face deviennent incontournables. Les visiteurs sont au rendez-vous du salon Réunir, les exposants le sont aussi. Et en fait, c'est des gens qui travaillent toute l'année ensemble. Et là, c'est leur donner l'opportunité de mettre un visage, d'échanger et de commercialiser. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est que tout le monde fasse des affaires. Et tant que l'humain et l'exposant, enfin, tant qu'on aura ce mariage, je crois que ça fonctionnera. Et apporter des nouveautés, c'est évident. On parlait de Airbnb, on parle de Magic Stay pour les déplacements professionnels. Enfin, les métiers évoluent. Et si on n'évoluait pas dans nos salons avec ces évolutions du marché, en fait, on serait des dinosaures et qui n'apportent plus rien. Et donc, notre rôle, c'est d'apporter aussi toutes ces nouveautés, ces nouveaux comportements et amener encore plus de choses. Après, on est sur des formats différents. Le salon Réunir, c'est plus un format, un peu workshop, comme on le dit aujourd'hui, où les stands sont très normés. C'est des stands de 5 mètres carrés. C'est le talent, comme je dis toujours, c'est le talent de celui ou celle qui est derrière son desk qui va faire la différence. Et le visiteur va acheter un homme. Oui, mais ça a son importance, en tout cas sur le salon Réunir. Tomate. Parfait. Toi, Jean-Pierre, que disent tes membres sur les salons ? Alors déjà, bonjour, effectivement, bonjour à tous et merci Muriel pour cette initiative et le thème est très intéressant. C'est une vaste question, à quoi servent les salons ? D'abord, la réponse elle est multiple, ça dépend d'un tas de considérations. D'abord, il faut séparer les salons grand public et les salons B2B. Alors ici, nous avons donc 2 représentants de salons B2B. Tout à fait. Il est vrai que si l'on se positionne soit dans un salon grand public ou B2B, déjà la réponse va être complètement différente et je vais y venir. Et puis par ailleurs, il y a aussi le fait de savoir si l'on est une destination, et ça a son importance, une destination long courrier ou une destination Europe moyen courrier. Pour le grand public, aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile, il est vrai, pour nous, destinations, de justifier la rentabilité d'une présence à un salon grand public. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de moyens de communication qui se font. On veut atteindre le consommateur final via des opérations marketing online, etc. On a des opérations dont le ROI est beaucoup plus intéressant que participer à un salon. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes devenus de plus en plus professionnalisés, nous les offices du tourisme. C'est-à-dire qu'il fut un temps où on allait à un salon parce que c'était bien pour l'image, bien pour faire plaisir aux dirigeants ou à nos institutions. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut vraiment rentabiliser et rendre des comptes. Et un salon grand public, c'est plus difficile dans la mesure où le coût au mètre carré, avec ces mêmes coûts de participation, on peut faire des choses beaucoup plus larges et atteindre beaucoup plus de personnes. Alors que dans le B2B, c'est différent. On n'est plus uniquement sur une rentabilité de l'investissement, mais on est là parce qu'on est dans notre rôle d'assistanat à nos entreprises, puisque les entreprises doivent venir signer des contrats, trouver des groupes, etc. Et donc c'est un rôle complètement différent. Donc quand tu parles de nos entreprises, ce sont les hôteliers, voilà, les hôteliers, les DMC, les commercial bureaux, etc. Et là, nous sommes dans un aspect complètement différent, puisque on n'est plus dans une logique de rentabilité, mais dans une logique de dire notre rôle, c'est d'assister les entreprises et de les aider à venir faire leur marché en France, en l'occurrence, pour ce qui est de la France. Et donc, on n'a plus du tout cette même comptabilité par rapport à un salon grand public. C'est pour ça qu'il est important de différencier les deux. D'accord, ok. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu penses des salons professionnels, puisque tu es vraiment en B2B, qu'est-ce que ça apporte à Parfums du Monde d'être présent sur IFTM Top Resa, par exemple ? Alors au départ, c'était pour moi un mal nécessaire. Voilà. Pourquoi mal nécessaire ? Parce que d'une part, le coût d'un salon comme IFM Top Resa, on a choisi volontairement, quand ça s'est créé, d'être dans le village des Théo. Donc l'investissement était important par rapport à une petite structure comme la nôtre, mais on était dans une position un peu intermédiaire où on avait besoin de reconnaissance
non pas par notre savoir-faire, mais par rapport à l'ensemble des acteurs et des acheteurs potentiels en matière de voyage de groupe. Donc ça a été à un moment donné un moment douloureux financièrement parlant et très bénéfique parce qu'en matière de notoriété, ça nous a complètement mis sur le marché national et légèrement sur le marché international. Donc pour moi c'est un élément incontournable avec bien sûr des améliorations, on en a longtemps discuté avec Frédéric. Incontournable, c'est un lieu de rencontre, aussi bien du côté de tous les acteurs étrangers du tourisme, et c'est un lieu également de rencontre vis-à-vis de clients qui sont des clients fidèles, vis-à-vis de prospects et vis-à-vis de personnes qui ne connaissent pas Parfums du Monde et qui souhaitent un petit peu venir voir, gratter un petit peu à la porte pour savoir qu'est-ce que Parfums du Monde peut leur apporter sur ce marché B2B par rapport à des achats en direct, compagnies aériennes, des achats en direct réceptifs, etc., etc. Donc pour moi, c'est très bénéfique. Voilà. D'accord. Alors là, on parle beaucoup de retour sur investissement. C'est vrai que c'est important. Comment vous, les organisateurs de salons, optimiser le retour sur investissement pour les exposants d'une part, mais aussi pour les visiteurs, parce qu'on sait que maintenant le temps des visiteurs est très compté, se déplacer sur un salon est chronophage. Comment ils optimisent leur journée ou leurs multiples journées passées sur un salon? Eric. Je crois qu'un salon, ça doit répondre à un double besoin. Entre une offre qui est une offre d'établissement qui va proposer pour réunir, on est dans le MICE, Meeting Incentive Congress and Events, il y a cette offre, et puis le visiteur doit trouver une offre intéressante. Si ce n'est pas intéressant, d'abord il ne se déplacera pas. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, au fil du temps et au fil des années, le visiteur, tous les salons aujourd'hui dignes de ce nom en tout cas, proposent des rendez-vous, font venir un visitorat extrêmement qualifié parce que le temps c'est de l'argent. Le retour sur investissement qui n'était pas obligatoire pendant l'événement il y a encore quelques années devient aujourd'hui un incontournable. Oui, donc pour que les exposants soient satisfaits, il faut que l'on apporte, qu'on séduise plutôt un visitorat extrêmement qualifié qui a des projets. Et donc, on parlait de ROI, mais également de ROI pour l'organisateur. Ça implique aujourd'hui une évolution et une augmentation des coûts dans l'organisation, parce que toute cette qualification, cette sélection, inviter des hosted buyers, comme on le dit, etc., tout ça sont des coûts qui s'additionnent et qui sont là, qui sont présents et qui sont nécessaires pour la satisfaction des exposants. Et également des visiteurs. Et qui sont supportés par les exposants, on est bien d'accord. De fait, dès lors qu'on vend un stand, tous ces coûts sont intégrés dedans. En réalité, ce qu'on dit là, et moi j'abonde complètement sur cette ligne-là, finalement, ce dont on parle là, c'est la fameuse expérience client. Ça se traduit par ça. Quelle est l'expérience client? Qu'est-ce qu'un client, qu'il soit exposant ou visiteur, va retirer de son expérience salon? Parce que je pense que les salons ont souffert de ça pendant trop longtemps et ont été un peu trop souvent perçus de manière un peu méprisante, comme oui, très bien, vous êtes des vendeurs de moquettes et des vendeurs de cloisons. Je pense que ce temps-là est totalement révolu. Totalement révolu. Tu le disais d'ailleurs, un salon, c'est pas simplement des mètres carrés, c'est des conférences de très bon niveau, parce que ça aussi, c'est un des objectifs des salons. Du nôtre bien sûr, mais des salons en général, c'est une très bonne qualité sur l'information de ce qui se passe, de ce qui se fait, ou même des choses un peu prospectives du secteur. Et c'est vraiment important d'intégrer ça, parce que si on, comme tu le disais, perdure en disant on va faire un copier-coller du salon d'il y a 30 ans, on serait plus là. Tu serais plus là, on serait plus là. Donc, une fois qu'on a dit ça, le ROI, tel que les directeurs financiers l'entendent, il est un peu compliqué à calculer. Parce qu'il n'y a pas, j'ai pas mis 10 francs. En plus, euros peut-être. Oui, euros.
euros. Et en plus, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls détenteurs de ce ROI. C'est-à-dire que je prends un exemple, et c'est pas du tout pour se défausser et pour dire que les salons sont absolument parfaits. C'est pas ça l'idée. Mais moi, je suis assez frappé quand même de voir parfois certains exposants qui nous disent ouais, je suis pas super satisfait de ce salon, etc. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais quand tu creuses un peu la chose, et nous, chez RID, dans tous les cas, on est très équipés pour creuser la chose avec des enquêtes post-salon, etc. Tu t'aperçois que les mêmes personnes qui disent ça sont des gens qui n'ont pas préparé leur salon. Et en l'occurrence, ça tombe pas du ciel. C'est pas parce que tu as acheté des mètres carrés que tu vas faire du business, que voilà. Et donc ton ROI, si tu t'arrêtes à ça, va en souffrir. Et ça, c'est un message qu'on essaye. Et on essaye pas simplement de passer le message de ce point de vue-là. On essaye d'accompagner les gens qui n'ont pas. Alors il y a des professionnels des salons. On n'a pas besoin d'expliquer à Jean-Pierre comment préparer son salon. Mais il va nous expliquer comment il le fait. J'en suis sûr. Et voilà, donc on n'est pas les seuls maîtres, j'allais dire, du ROI. On est deux. Il y a nous et oui, nos clients. C'est un partenariat entre, en effet, les exposants, les visiteurs qui ont des projets ou qui ont envie de s'intéresser à ce qui se passe autour du salon, conférences, concours et autres apprentissages. Mais il y a aussi la part de l'exposant. C'est vrai que bien souvent, on voit des stands vides, tristes, sans aucune préparation. Je dirais même qu'au sein d'un même stand, vous avez des co-exposants. Je prends l'exemple du Portugal, donc nous avions 25 co-exposants. Si vous interrogez ces 25 personnes, vous n'avez pas du tout le même son de cloche. Bien sûr. Alors qu'ils étaient présents au même lieu, les mêmes jours, au même salon, avec les mêmes visiteurs. C'est dans le même stand. Exactement. Vous avez ceux qui ont préparé en amont leur présence, qui ont fait des mailings, qui ont pris des rendez-vous, etc. Et vous avez ceux qui attendent un petit peu, qui sont passifs. Et en règle générale, sauf cas exceptionnels, en règle générale, ceux qui ont bien préparé le salon, eh bien, sont satisfaits, sont contents. Ils en sortent avec des contacts, avec des projets de groupe, avec du concret. Et ceux qui ont moins bien préparé, ils disent personne n'est venu me voir, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a la concurrence entre destinations. Et puis dans le même stand, quand c'est des grands stands, il y a la concurrence entre co-exposants. Puisqu'il y a des DMC qui vont être concurrents, des chaînes hôtelières qui vont être concurrentes, etc. Donc il faut savoir se démarquer. Donc d'où l'importance effectivement du travail en amont de ces co-exposants. Mais aussi une part de responsabilité pour nous qui dirigeons les offices du tourisme et qui chapeautons donc ces stands nationaux, de préparer aussi en amont. Il y a un tas de moyens mis en place par les organisateurs en termes de communication, etc., d'événementiel, d'animation, etc. Et aujourd'hui, ça joue beaucoup, puisque vous pouvez aussi être plus vu si vous avez créé un petit peu l'événement, je ne dirais pas créer le buzz, mais presque ça. Parce qu'il y a une concurrence entre nous, et c'est vrai que c'est un espace confiné, et puis les agents de voyage et les tour opérateurs n'ont pas le temps d'aller voir tout le monde. Donc voilà, donc c'est aussi une grande responsabilité des exposants, la réussite du salon. Mais là, j'en reviens toujours un peu à la même problématique de tout à l'heure, c'est-à-dire que ça concerne le salon B2B. Pour le grand public, c'est plus compliqué, parce que pour le grand public, aujourd'hui, prenons le cas d'un stand de 100 mètres carrés. Bon, il faut compter à peu près entre le coût du stand, l'espace nu, le coût de l'espace, plus ajouter à cela le coût des infrastructures, de la décoration, du stand, etc. On est autour de 100 000 euros. Sur un grand public, 100 000 euros. C'est vrai que quand vous prenez un événement comme le salon grand public de référence en France, le Monde à Paris, on a à peu près 100 000 visiteurs. Donc là, on est obligé, quand on a la responsabilité d'une destination, on est obligé de faire le rapprochement coût-investissement. Je vais investir 100 000 euros, j'aurai potentiellement les 100 000 visiteurs, on sait que non, puisque si j'estime que j'obtiens 10% de ces visiteurs, donc j'en aurai 10 000, déjà ça serait très bien. Donc on est sur 100 000 euros pour 10 000 visiteurs grand public. Aujourd'hui, évidemment, aucun responsable marketing ne fera ce choix avec le simple critère de la rentabilité. Le B2B, c'est différent, c'est ce que j'évoquais, parce que là, on est sur une philosophie complètement différente.
puisque nous sommes là pour faire du business et pour aider nos entreprises à faire du business. Donc c'est complètement différent, mais là aussi, tout dépend de ce que feront chacun d'entre eux. Et il est très important de bien préparer le salon. C'est le message qu'on passe à nos co-exposants. Bien préparer le salon en amont. Et ça, c'est intéressant pour les exposants parce que ça leur permet également de pouvoir persuader l'industrie locale ou un directeur général comme Michel de venir sur un salon parce qu'il y aura un programme de rendez-vous déjà fixé comme on l'a sur Rendez-vous en France. Rendez-vous en France ou sur un des autres salons RID à Cannes, l'ILTM, etc. Ça se fait de plus en plus. Donc, Alors la bonne nouvelle, c'est que ça existe chez nous. Tu le savais, toi, Jean-Pierre? Plus ou moins. Alors, c'est ça, non? non, je parle de la possibilité de prendre des rendez-vous identifiés. Alors, on a eu un outil l'année dernière qui, il faut le dire, n'a pas fonctionné merveilleusement bien. Cette année, il y a un nouvel outil de matchmaking qui va permettre d'identifier dès que vous êtes inscrit dans votre espace exposant, de pouvoir identifier et d'organiser des rendez-vous one-to-one, exposant, visiteur, exposant, enfin voilà. Donc oui, c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est vrai que la vocation du salon par rapport à un salon comme celui-ci, et qui est plus, comme il le disait lui-même, donc sur un mode workshop, rencontre d'affaires, tu vois, que salon, c'est vrai qu'on n'avait pas poussé encore l'exercice jusqu'au bout. Mais on a une demande forte, parce que les gens, à un moment, veulent se dire, je ne veux pas que me balader dans les allées et dire bonjour à droite, à gauche, etc. Mais et boire du champagne. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit le salon qui en boive le plus. Je suis sûr que dans le maïs, il paraît que chez Réunir, c'est pas mal. D'ailleurs, on va s'y intéresser. C'est une intuition. Je voudrais revenir sur les HB et les programmes de rendez-vous one-to-one. Ce principe, effectivement, des hosted buyers. Alors, le principe, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, le principe, c'est des acheteurs, dans mon cas, de séminaires, de congrès, qui ne sont pas obligatoirement à Paris, qui peuvent être à l'étranger ou dans les régions, et qui ne viendraient pas, et on les invite. C'est-à-dire qu'on prend en charge transport, hébergement, soirée, etc. Enfin bref, on s'occupe d'eux pendant 48 heures, et en contrepartie, alors ils sont hyper qualifiés, ce sont des gros investissements, et en contrepartie, eux s'engagent à faire un certain nombre de rendez-vous, qui en général, et c'est une population qui joue vraiment très très bien le jeu. La difficulté, c'est de les qualifier en amont. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est votre boulot. Vas-y, Michel. Petit bémol pour le marché un petit peu. Autant le marché étranger, ils sont habitués à cette forme de travail, d'expression. Autant sur le marché français, le français étant très individualiste, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, si je peux me permettre... Et avec grand plaisir, cher ami. si je peux me permettre, en fait, les entreprises, ce qu'on appelle vulgairement les corporates, donc les entreprises, les grosses entreprises, acceptent et sont très fiables dans la mesure où il y a un programme d'hosted buyer. Là, elles jouent vraiment bien le jeu. Les chefs de projet en agence jouent le jeu parce qu'il y a un véritable intérêt. Ils trouvent regroupés. Sur le salon Réunir, il y a 600 établissements qui sont représentés. Je parle que de maisons. Parce qu'après, il y a Active Assistant qui a aussi une offre corporate, mais là pour de l'hébergement, plus travel. Enfin bref. Donc la population d'hosted buyers fonctionne plutôt bien et il y a un vrai respect des rendez-vous. La complexité, c'est effectivement dans ceux qui prennent des rendez-vous en face-to-face, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des inscriptions sur le site, Éric Guillemin veut prendre rendez-vous avec un établissement ou l'inverse, ok, je vais sélectionner, etc. Là, il y a, comme tu le soulignais, il n'y a pas de contrainte. Et le public français est assez individualiste. C'est qu'on est obligé de mettre en place des moyens, les parcours aussi, mais des moyens en amont de l'événement pour rappeler physiquement, de rappeler physiquement tous les gens qui avaient pris des rendez-vous pour leur dire
On leur rappelle leurs obligations. Attention, il y a un professionnel qui t'attend demain à 9h. C'est toujours bon, ça implique de mobiliser. Alors on parlait de coûts, et on y viendra peut-être, mais de coûts dans l'organisation du salon. Et pour un exposant, tout ça rentre des coûts parce que ça mobilise énormément de ressources. Nous, on le fait sur le marché français, avec des Français dans nos bureaux, mais ce sont des coûts qui viennent s'ajouter sur encore des coûts, etc. Et c'est un programme de Stone Buyer bien fait, c'est très très cher. C'est très cher. Là, en ce moment, il y a le salon IPW à Washington. Bon, ça tourne aux États-Unis. C'est la grand-messe des professionnels américains qui reçoivent les TO du monde entier. Bon, c'est vrai que là, on s'adresse à une population de tour opérateurs, donc ils se plient assez facilement au programme d'Hosted Buyers. C'est vrai que les agences de voyage, c'est un petit peu différent, dans la mesure où pour X exposants, tu vas recevoir X puissance 10 agences de voyage sur IFTM Top Resa et tu ne peux pas mettre en place un programme de rendez-vous one-to-one, ou pas. Tu parles des rendez-vous. Là, oui. Là je parle des rendez-vous one-to-one. C'est compliqué parce que, pour tout dire, et d'ailleurs c'est bien, ça me donne l'occasion de tordre le cou à une idée reçue, qui consisterait à dire que sur le salon, on ne voit pas assez d'agents de voyage, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5000 agents de voyage qui sont venus sur le salon l'année dernière. 5000. 3600 qui proviennent des réseaux constitués et 1400 indépendants. C'est considérable. C'est beaucoup, c'est quoi 30% de la profession, grosso. Il y a 15 000 disons qu'il y a, si on établit un ratio comme 5000 agents de voyage et en moyenne 3 personnes par agence, c'est une population de 15 000 personnes. Il y a quand même un tiers de cette population qui était là sur le salon. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les badges et les badgeuses. Et ça n'inclut pas les revisites. Parce que ça vient, on va jouer au badger. Non. Donc, cette même population d'agents de voyage, Muriel, on les transporte parce que les réseaux, parfois, ne veulent pas prendre en charge la venue de leurs agents de voyage. C'est leur contrat de faire. Donc, on a un plan de transport avec Air France, avec la SNCF. On a des deals avec des hôtels à Paris, etc. Et on transporte et héberge de la même manière que des hosted buyers plus corporate, des agents de voyage pour qu'ils viennent sur le salon. D'accord, mais ils ne sont pas contraints à X rendez-vous ou X conférences. Sauf que dans certains salons à l'étranger, il y a des contraintes. On les invite hôtel, avion, voire autres, et ils ont un certain nombre de rendez-vous à faire. Et si ces rendez-vous ne sont pas faits, il y a des pénalités sous forme de factures. Voilà. Alors, en France, souviens-toi sur le salon, Michel, alors on l'a refait cette année d'ailleurs, il y avait un système pour ceux qu'on transportait, les agents de voyage qu'on transportait et qu'on hébergeait, un système de passeport. On leur remettait un passeport et ils devaient passer sur le village des TO. Nous avons ici un membre éminent pour faire tamponner TO par TO leur venue sur le stand des TO. Voilà. Donc il y a quand même. Alors on va pas encore jusqu'à la prise de rendez-vous, mais c'est compliqué parce que autant un acheteur corporate ou de maïs va avoir un discours très, très clair et il sait très bien qu'il va rencontrer. Un agent de voyage, il peut rencontrer des TO, des compagnies aériennes, donc, sur un énorme salon comme en revanche, on a mis l'accent sur le village des TO, le village des tour opérateurs, et là, on les dirige vraiment sur... Et on enfonce le clou là-dessus, puisque cette année, par exemple, il va y avoir sur le village des TO, et là, les TO, je pense, on s'en réjouir, Carrefour Voyage, par exemple, qui est va organiser sur le village des TO un cocktail où il y aura 150 vendeurs Carrefour Voyage sur le village des TO même. Donc là, il y a une proximité d'intérêt parfaite. D'accord. C'est intéressant, Frédéric, parce que on va être obligé de parler un petit peu de ce qui se passe à l'étranger. Souvent, on entend, nous, parmi nos exposants, dans nos destinations, que ce soit les régions, que ce soit les DMC, etc., ils me disent « Oui, mais tu sais, tu comprends, Paris, c'est très cher. » Il est vrai... On peut en parler rapidement, d'autant plus que... Non, mais on peut en parler on même sait pas que rapidement, ce n'est pas la faute de Reed, c'est très souvent la faute ni de réunir, mais plus de Paris, de Viparis notamment, qui a des coûts relativement élevés comparé à... Viparis, parce que je ne suis pas sûre que notre audience sache exactement ce que c'est que Viparis. Viparis est une organisation
qui chapeautent, qui sont en fait les gestionnaires des sites. Des parcs des expos, que ce soit Villepinte, que ce soit le Carrousel, que ce soit le Palais des Congrès de la Porte-Maillot, que ce soit la Porte de Versailles, Porte Champéret. C'est le même organisme. À tout ça. Donc c'est un genre de monopole, on est d'accord? Non. En tout cas sur Paris. Il ne va pas se fâcher. Non, c'est pas ça. C'est que d'abord, Viparis, c'est le même groupe que Comexposium. Oui, c'est ça, Comexposium. Hein. Le deuxième opérateur de salon en France derrière Reed. D'accord. Voilà. Donc, Viparis, historiquement, gérait des grands lieux et au fur et à mesure du temps, il en a pris d'autres, il en a perdu. Par ailleurs, et il s'était présenté, je pense au Palais Brognard, par exemple, à la Bourse, qui n'est pas un lieu énorme. Ni toi ni moi ne pourrions organiser nos salons là-bas, nos salons majeurs. Mais, par exemple, la Bourse de Paris, qui appartient à la ville de Paris, en fait, il y a eu un appel d'offres pour savoir qui allait prendre la succession. Là, Viparis n'a pas gagné cet appel d'offres, c'est un autre opérateur qui l'a gagné. Et voilà comment ça fonctionne. C'est vrai que les grands lieux, les très grands lieux parisiens, aujourd'hui sont à Viparis. Donc, merci. Et du coup, c'est vrai que on a des tarifs quand même qui sont un peu élevés. Quand on voit par exemple à l'ITB, ITB Berlin. Les tarifs sont très élevés également. Nous sommes autour de, on va entre 200 et 300 euros selon les configurations au mètre carré. WTM, on est à peu près à 450 euros le mètre carré. À l'IFTM, on est un petit peu au-dessus. Bon, voilà. Maintenant, ce que je dis moi, parce que je défends aussi en tant que le responsable du tourisme à Paris, j'ai aussi besoin de défendre la présence au salon. On a besoin de défendre notre présence au salon. Et ce que disait Frédéric tout à l'heure est très juste. C'est qu'il y a une particularité pour le marché français qui est assez intéressante. Quand vous êtes à Londres, il est vrai que tout le monde va à Berlin, tout le monde va à Londres. C'est-à-dire que nos exposants, que ce soit pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie, etc., ils peuvent dire, à un moment donné, mais moi je rencontre le marché international à Londres ou à Berlin. La grande particularité du marché français, c'est les agences de voyage. C'est-à-dire que, contrairement à l'Angleterre, où le marché va être dominé par quelques grands tours opérateurs, en France, nous avons cette chance, en Allemagne aussi, nous avons la chance d'avoir ce que maintenant les entreprises du voyage appellent les assembleurs de voyage, c'est-à-dire toutes ces agences qui aujourd'hui sont équipées pour devenir des producteurs. Et là, on parle de plusieurs milliers d'agences de voyage qui sont susceptibles. On peut développer parce que je ne comprends pas. Il y a quelques années en arrière, on avait les tours opérateurs qui produisaient, et les agences de voyage qui vendaient. Le schéma de distribution était très classique. Voilà, classique. Il y a encore aux Pays, en Allemagne notamment. Aujourd'hui en France, il y a eu la mainmise de très gros tours opérateurs. On ne parle pas de TUI, de Thomas Cook, etc. Voilà. Comme en France, c'est pas encore le cas. Ce qui pas vient encore. un peu en France quand même. Qui est commencé aujourd'hui. TUI elle prend beaucoup d'ampleur, Thomas Cook aussi, mais on a encore. Vers la porte. Voilà, c'est vrai. Mais on a encore beaucoup d'agents de voyage qui aujourd'hui, avec les outils, les plateformes mises en place et par les réseaux de distribution, par les grands groupes ou par des entreprises spécialisées, permettent à l'agent de voyage d'avoir le client en face et de pouvoir à la carte monter son produit. Faire du sur-mesure. Faire du sur-mesure très facilement. C'est-à-dire qu'en un clic, il monte le voyage devant le client. C'est le SBT. Voilà. Aujourd'hui, les outils le permettent. Maintenant, l'agent de voyage, qu'il soit au fin fond de la France, il peut être tour opérateur à part entière. Comme Parfum du Monde, comme je parle de Parfum du Monde, pas aussi bien que tout seigneur, tout honneur. La nécessité de se spécialiser, de monter en gamme, etc., etc. Pour des destinations moyen courrier notamment, c'est très facile pour un agent de voyage de le faire sans grande connaissance. Bon. Et donc aujourd'hui, l'IFTM a ça d'intéressant, et le marché français a ça d'intéressant pour un DMC étranger, pour une destination, pour un hôtelier, c'est de dire je viens aussi toucher l'agent de voyage qui devient lui assembleur de voyage et qui a besoin donc, de contacts de DMC, etc. Et donc là, c'est un argument qu'on met beaucoup en avant, parce que sinon, il est vrai qu'on doit se battre face à l'argument du prix, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que, et c'est très simple, Paris est le plus cher de tous les grands salons, donc c'est Paris. C'est Paris. Il y a un autre, pour ajouter ma pierre à l'édifice, tu as un autre phénomène, c'est que dans les grands salons, comme l'IMEX à Francfort par exemple, ou les institutionnels, je parle des responsables politiques des villes ou les propriétaires de parcs, sont partie prenante dans l'organisation
de ces événements et parfois disent nous on prête le lieu. Je crois que c'est comme ça à Francfort, parce qu'il y a un syndicat, etc. On prête le lieu, par contre, à l'issue, on partage les bénéfices. Et enfin, là je la fais courte, mais alors qu'en France, en tout cas, moi je suis trop petit pour pouvoir... aujourd'hui, on a un opérateur, on parle de Paris, parce que, mais en province ou en région, souvent les institutionnels locaux, toi comme moi, nous ouvrent grand leurs portes, on vous prête l'établissement. Moi j'ai pu faire un événement au MUSEM, j'ai fait un événement au Musée des Confluences, parce que les acteurs... Les institutionnels ont dit c'est une belle image au niveau du maïs, pour notre ville, pour le MUSEM. Donc voilà. Maintenant, après, réunir à cette petite... on est connu sur le marché, donc c'est aussi important pour nous. On a un événement sur le salon qui s'appelle la Travel Agent Cup, qui est le concours du meilleur agent de voyage. Et on les fait pitcher, les agents de voyage, dont Muriel, éminente représentante de Visit California et partenaire diamant, à un prix modeste, un prix très modique. Au-dessus de diamant, c'est quoi ? Il n'y a rien, c'est Muriel au-dessus. Muriel est au-dessus de Platine n'est pas au-dessus, non ? Il n'y a rien au-dessus. Muriel, tu es exceptionnelle. Yes, I am. On se rend compte que Jean-Pierre fait partie d'ailleurs du jury de la Travel Agent Cup, et c'est vrai que c'est une vraie belle expérience parce qu'il y a la valeur ajoutée de la personne, la personne qui vient te pitcher sur une destination avec son cœur, avec ses tripes. Et j'avais une petite question pour Eric, pas sympa. C'est pas un peu opportuniste de se mettre juste en amont de IFTM Topresa pour organiser un salon ? Alors, on ne pourrait pas dire opportuniste parce que on va en discuter peut-être. Mais alors, historiquement, d'abord, le Salon Réunir n'est pas un salon qui s'est créé cette année. C'est un salon qui a quand même 23 ans. C'est déjà la première chose. Deuxièmement, le Salon Réunir a toujours eu lieu au mois de septembre, avec 2 fois, pour des raisons indépendantes de notre volonté, qui étaient il y a 17 ans, je crois, ou faire une tentative au mois de novembre pour voir ce que ça faisait. Bon voilà, c'est revenu au mois de septembre. Et l'année dernière, uniquement parce que le Carrousel du Louvre était en travaux, et ils ont repris, et l'ouverture était le 1er octobre. D'accord. Donc l'année dernière, je n'ai pas pu le faire au mois de septembre, mais je l'ai toujours fait. Alors on est toujours, soit toi tu es une semaine avant, soit une semaine après. Cette année du 26 au 29. T'es la semaine d'après. Et donc ça c'est bien pour les offices du tourisme étranger, j'imagine. Oui, disons que la date est importante parce que pour les groupes et pour le MAIS, c'est une période clé. Maintenant, il est vrai qu'on évoquait tout à l'heure le phénomène donc, des salons pour le public, mais il est vrai que j'ai oublié d'évoquer, effectivement, c'est les groupes. C'est encore un autre sujet. Évidemment, pour les groupes, c'est plutôt la même logique. Il y a aussi les comités d'entreprise. Oui. On ne parle pas beaucoup des comités d'entreprise. C'est la même période aussi. Nos amis comme Exposium se sont mis... Une grande majeure partie de la clientèle, c'est les comités d'entreprise quand même. Voilà, exactement. Et les comités d'entreprise... Ça représente de pourcentage, les voyages comités d'entreprise. Je crois qu'on est autour de combien 10%. Combien ? Dans la distribution, on n'est pas loin des 10%, je crois. Moi, à mon avis, vous avez des chiffres qui sont un peu... Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une des rares particularités françaises, parce qu'on ne trouve pas l'équivalent des comités d'entreprise dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Peut-être un tout petit peu en Italie, mais... Donc c'est quelque chose de très particulier pour la France. Et c'est vrai que... Alors, il existe des salons spécialisés, les salons CE, voilà, il existe quelques-uns, mais je pense que c'est une... Je pense que c'est quelque chose d'important pour les salons comme l'IFTM. Alors je ne sais pas si c'est assez mis en avant, je ne sais pas, parce que c'est en tout cas un argument clé pour beaucoup d'exposants étrangers qui savent qu'il y a cette particularité sur le marché français, les comités d'entreprise, qui savent aussi que c'est très difficile de les atteindre, si ce n'est par des événements spécialisés ou par l'intermédiaire de tour opérateurs ou de groupistes spécialisés. Et c'est un marché très très important. Et je pense qu'il faudrait peut-être le mettre plus en avant lors de ces salons. Ok, eh bien je pense qu'on n'a fait qu'aborder le sujet des salons. Je vous engage à venir nous retrouver soit sur Midex International, IFTM Topresa, vous rencontrerez tous les offices du tourisme représentés ou presque par la Donnette, bien évidemment le Portugal, la Californie, et 2 belles destinations. 2 magnifiques destinations. Et beaucoup bien sûr, Michel, je crois que tu seras de nouveau là, ou pas ?
Mais non, à mon avis, ça y est, il sera là. En tout cas, messieurs, merci infiniment. Et puis, à bientôt pour la table de la quotidienne numéro 23. Merci Muriel. Merci infiniment de nous avoir invités. Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup.